Chez cette marque, Alter Eco, on nous informe que ce pur arabica moulu du Mexique est bio et équitable. 2 logos sont là pour le prouver. Et qu'il provient d'une coopérative de producteurs, Kulactic, dans le Chiapas. Cette autre marque, Étiquable, m'indique d'entrée ce que je bois, à savoir un arabica moulu du Honduras provenant du terroir de Marcala, situé entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. Mais il m'indique aussi ce que je défends en achetant ce café, à savoir une solution d'accès à la terre pour les paysans, avec certaines précisions. 2 logos sont là pour témoigner ce que je défends, l'agriculture bio et les petits producteurs, à travers le symbole SPP des producteurs paysans. Enfin, sur cette boîte, un autre style de présentation. Le torréfacteur Malongo nous indique que nous allons acheter un café qui, comme les 2 premiers, est biologique et équitable, mais avec une traçabilité, synonyme d'authenticité et de qualité. Il s'agit d'un café pur arabica provenant de la Reserva del Triunfo au Chiapas, une réserve de la biosphère. D'autres informations au dos de la boîte viennent compléter notre connaissance de ce nectar que nous allons acheter. Pourquoi tant d'explications ? Pourquoi cette surenchère, ce raz-de-marée d'infos ? Alors qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps encore, on faisait dans la sobriété ou dans la discrétion, peut-être dans l'ignorance volontaire. Pourquoi ce besoin de communiquer ainsi ? Pourquoi autant de logos sur un paquet de café ? Souvenons-nous qu'il y a une trentaine d'années, les producteurs étaient invisibles. Un premier logotype, dans les années 1960, celui de Juan Valdez, pour identifier la caféiculture colombienne. Ensuite, en France, des tentatives pour sortir ces petits producteurs des tropiques de l'anonymat, et surtout pour améliorer leurs conditions de vie en améliorant leurs revenus. Le tout premier label dans la caféiculture mondiale a été un label bio, celui de Demeter, pour la certification en biodynamie de la Finca Irlanda au Mexique en 1966. Ce label existait toutefois déjà en France depuis 1928. Depuis, de nombreux labels ont suivi. L'un des plus importants de tous, celui du commerce équitable, d'abord sous le nom de Max Havelaar en 1988, puis très vite sous le nom de Fairtrade International. Ce furent les débuts du commerce éthique, issu d'un partenariat entre les petits producteurs mexicains de la coopérative Ussiri et une ONG hollandaise, Solidarité. Ce café se vendait dans des boutiques de type artisan du monde, mais cette production demeurait quasi confidentielle, et la volonté, ou l'esprit des consommateurs de l'époque était celle d'acteurs résolument engagés dans la défense de tous ces petits producteurs, afin de payer le café beaucoup plus cher pour que ces paysans puissent vivre de leur travail. La commercialisation de ces cafés bio, ou équitables, ou bio-équitables à la fois, a fini par prendre une autre dimension lorsqu'elle est apparue dans les rayons de la grande distribution, notamment grâce à l'entreprise Malongo. À partir de là, les logos et labels ont commencé à fleurir un peu partout, pour de nombreuses denrées agricoles, à un rythme assez impressionnant. Faut-il se féliciter de tous ces labels ? Cela signifie en tout cas que la caféiculture, deuxième ressource exportée après le pétrole et première denrée agricole exportée, se soucie de l'environnement. Mais pour le consommateur, la présence de tous ces labels, même si elle est nécessaire, peut apparaître comme une couche de complexité supplémentaire dans un secteur de l'agroalimentaire et du marché globalisé déjà difficilement déchiffrable. Qu'est-ce qui se cache derrière ces logos, se voulant écolos ou vertueux ? Quels sont les principes qu'ils défendent ? Se valent-ils tous ? Et quel label choisir ? Selon que l'on est opposé aux pesticides industriels ? Sensible au sort des travailleurs de la caféiculture, soucieux du tri des déchets, angoissés par l'empreinte carbone, par le réchauffement climatique ou par la disparition des espèces, animales ou végétales, ou tout simplement que l'on s'inquiète de la survie de la caféiculture, dans un monde où tout semble mis en œuvre pour qu'elle disparaisse dans quelques années. Il règne donc un flou important, car il existe tout un arsenal de mesures environnementales censé verdir les exploitations caféières et rassurer les consommateurs. En ligne de mire, la biodiversité, le bien-être des oiseaux et des plantes, la gestion de l'eau, des déchets et des énergies,
avec l'ambition de supprimer les CMR, produits hautement cancérigènes, et les herbicides. L'idéal pour le consommateur serait de connaître la qualité du café qu'il va boire grâce à un simple logo. Néanmoins, cette information n'est pas communiquée au consommateur final, et celui-ci se retrouve dans un labyrinthe de marques, labels et logos, souvent certifiés par des entreprises indépendantes récompensant les bonnes pratiques. Pour savoir quoi en penser, il est nécessaire de comprendre ce qu'ils certifient et ce qu'ils ne certifient pas. En réalité, 3 critères entrent en jeu: le commerce équitable, les standards du bio et la dimension durable avec ses 3 piliers principaux. Le café est le produit agricole pionnier dans l'adoption de standards de durabilité, avec le lancement des standards bio et équitables. Dénonçant l'opacité des conditions de production et de commercialisation, les promoteurs des mouvements bio et équitables proposaient de construire des circuits alternatifs, plus transparents, plus durables et plus rémunérateurs pour les producteurs. Aujourd'hui, le marché du café est particulièrement dynamique du point de vue des certifications durables à l'échelle globale. Il s'agit de la première commodité agricole dans les marchés des SVD. En 2015, entre 25 et 45% des surfaces globales de café étaient certifiées par un DSVD. C'est le standard d'agriculture biologique qui donne lieu à la première certification dans le secteur du café. Première exportation en 1967 au Mexique par la Finca Irlanda sous le label Demeter pour un café produit en biodynamie. Il s'agissait là d'une production isolée, issue d'une grande exploitation caféière qui avait une vision et une approche philosophique très personnelle de la production agricole, se basant sur les principes anthroposophiques de Rudolf Steiner. Le certificateur bio le plus sévère de toute la filière bio se nomme Demeter. Né en 1924, Demeter n'est donc pas une simple mode et le logo de la marque est difficile à obtenir. Après 3 ans d'agriculture biologique en conformité avec tous les règlements, la certification ne peut se faire que la 4e année. Dans un paquet affichant le sigle Demeter, au moins 95% des ingrédients sont d'origine écologique et au moins 90% sont certifiés Demeter. Ce label certifie un tout: la qualité du sol, l'engrais, la fabrication et, dans le cas du café, même l'emballage puisque l'aluminium est banni. La biodynamie voit la terre comme un organisme vivant. Cette marque et la philosophie de ce type d'agriculture sont parfois accusées de pratiques ésotériques. Toujours est-il que les exigences de Demeter sont les plus strictes du marché bio. Les 2 autres labels du bio que l'on trouve fréquemment sur les paquets de café sont le logo AB de l'agriculture biologique pour les produits alimentaires vendus en France et l'Eurofeuille de l'Union européenne. Il s'agit là de la certification publique la plus connue des consommateurs. Environ 10% de la production mondiale peut aujourd'hui s'en prévaloir. Depuis le 1er janvier 2009, les critères de l'AB français sont alignés sur les critères européens. L'Eurofeuille remplace ainsi progressivement le label AB. Le cahier des charges interdit l'utilisation des pesticides de synthèse et d'intrants non naturels. Cependant, cette certification laisse de côté tout ce qui a trait à l'écologie: biodiversité, tri des déchets, stations d'épuration, courbe de niveau, et aux droits des travailleurs du café. Son avantage, l'application des règles bio est bien contrôlée et son abus sévèrement sanctionné. En revanche, l'ensemble des réglementations crée plutôt un petit dénominateur commun et pave le chemin pour des produits bio plus ou moins abordables, mais pas vraiment attractifs pour des puristes de la pensée bio. Ainsi, le label bio européen autorise plus du double d'additifs alimentaires industriels que dans les aliments certifiés Natureland, Bioland ou Demeter. Dans cette notion de label, bien sûr, il faut différencier le label bio, qui est quand même particulier puisque c'est quand même un label produit et qui certifie qu'il n'y a pas d'utilisation de produits d'intrants chimiques et qu'il y a un itinéraire technique qui fait que le produit est cultivé de manière naturelle. Donc ça, c'est quand même fondamental. Alors, effectivement, il peut y avoir le label européen, le label américain, le label japonais, qui sont tous un petit peu différents, mais qui se retrouvent tous autour des principes fondamentaux de la bio. Donc là-dessus, je pense que c'est en fonction du pays de destination du produit qu'il faut utiliser le label bio adéquat.
Le premier label de la caféiculture mondiale a donc été attribué à une exploitation en agriculture biologique. Mais le commerce équitable est la première certification et la seule jusqu'à présent ayant pour intention de changer les règles du marché, en plus des conditions de production, dans un secteur marqué par une forte instabilité des prix. Le label le plus connu internationalement est sans doute Fairtrade. Mais en France, en Suisse, aux Pays-Bas et en Norvège, les consommateurs connaissent plutôt Max Havelaar. Ce label du commerce équitable est attribué selon des critères sociaux. Salaire décent, droit de s'affilier à des syndicats, pas de travail forcé, ni de travail d'enfant. La plupart des produits labellisés Fairtrade affichent des prix représentant le montant minimum qui doit être payé aux producteurs. Une prime aux fins d'investissement dans la communauté est par ailleurs versée aux producteurs. Tout ceci étant contrôlé par Fairtrade Labelling, FLO. Fairtrade est aujourd'hui parfois critiqué pour travailler avec des multinationales telles que McDonald's et pour mettre l'accent sur les salariés et non sur les producteurs. Sur le commerce équitable, l'important c'est quand même de pouvoir garantir que le producteur va être justement rémunéré de son travail, que les fondamentaux sociaux sont respectés. Et c'est vrai que les labels les plus exigeants, donc ceux qui ont le plus d'impact, parce que c'est aussi comme ça qu'il faut raisonner, c'est quels sont les labels qui vont générer le plus d'impact auprès des producteurs, et sont quand même ceux qui sont issus des pays du Sud, puisque les règles sont fixées par les producteurs eux-mêmes, et quand même c'est évident que les gens qui connaissent le mieux l'impact des produits du commerce équitable sont les producteurs eux-mêmes. Donc un label qui est contrôlé, piloté, monitoré par des producteurs a plus de chances d'avoir de l'impact sur les producteurs qu'un label qui est contrôlé par une société française basée en France et qui va plutôt avoir comme perspective de mettre le label sur le plus grand nombre de produits possible, mais dont la priorité ne sera pas forcément les impacts auprès des producteurs. Donc nous, chez Etikable, on a choisi ce parti pris-là. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est l'impact auprès des producteurs. L'entreprise coopérative Etikable a fait le choix de ce label pour 10 bonnes raisons. Tout d'abord, parce que le symbole des producteurs paysans est le seul label de commerce équitable dédié exclusivement à l'agriculture familiale. Le SPP considère que l'intégration des plantations dans le label de commerce équitable conduit à une concurrence déloyale, marginalisant les organisations de petits producteurs au sein même du commerce équitable. Cette contradiction pénalise l'alternative équitable dans ses fondements. Le commerce équitable n'est-il pas censé apporter une réponse aux producteurs marginalisés? C'est ce que Padre Francisco, Franz van der Hoff, avait dénoncé depuis déjà quelques années. L'agriculture industrielle de grandes plantations est en concurrence directe avec la production paysanne pour l'accès à la terre et pour l'accès à l'eau d'irrigation. Ce label est donc né de l'opposition de la CLAC à l'ouverture de la Fairtrade Max Havelaar aux acteurs perçus comme des compétiteurs directs des petits producteurs. Historiquement, créé en Amérique latine, le label se répand ensuite en Afrique et en Asie. Il existe, à ce jour, 102 organisations de producteurs, affiliées à SPP, dans plus de 30 pays, en Amérique latine d'abord, mais aussi en Afrique, en Éthiopie, en République démocratique du Congo et en Asie, Inde et en Indonésie. Le symbole producteur paysan est une garantie indépendante. Les audits sont effectués par les organismes de contrôle qui réalisent également la certification agriculture biologique des coopératives Certimex, MayaCert, BCS, Biolatina et Imocontrol. Les critères de SPP Global se focalisent principalement sur la relation commerciale entre les organisations de producteurs et les acheteurs. Les critères sont solides, surtout en ce qui concerne les engagements à long terme et les prix minimums garantis. De plus, SPP est l'un des rares labels qui encourage les partenaires commerciaux, grâce à divers critères d'amélioration continue, à acheter des produits de producteurs dans un état de transformation le plus avancé possible.
La certification biologique est exigée. Actuellement, 90% des organisations de producteurs certifiés SPP sont certifiées biologiques. À la suite des certifications d'agriculture biologique et équitable, les standards volontaires de durabilité dans le secteur du café se sont multipliés dans les années 1990 et 2000, à tel point que, durant ces 2 décennies, pratiquement 8 nouveaux standards volontaires de durabilité ont été créés chaque année. Aujourd'hui, le site Ecolabel Index comptabilise 455 SVD ou écolabels, dont la plupart sont des initiatives privées. Ces SVD concernent une large majorité des pays et filières. Les principales matières agricoles concernées sont le café, le cacao, l'huile de palme, le thé, la banane, le sucre et le soja. En dehors des principaux cahiers des charges ou standards sociaux et environnementaux, qui sont ceux de l'agriculture biologique et du commerce équitable, les labels les plus connus, identifiant le développement durable, ont été développés par les ONG Rainforest Alliance et UTZ Certified, qui ont fusionné en 2018. Rainforest Alliance définit sa mission comme suit. Conserver les espèces sauvages, préserver les sols et les cours d'eau, protéger les travailleurs et leurs familles, les populations locales et améliorer leurs moyens de subsistance. Les sols sont sains, les cours d'eau sont protégés, les déchets sont réduits ou recyclés, la faune sauvage et les habitats des oiseaux migrateurs prospèrent. Cependant, Rainforest Alliance n'étant pas un label bio, les producteurs peuvent donc utiliser des pesticides. La petite grenouille verte dispose d'un grand capital sympathie, mais peu de consommateurs savent qu'il suffit de mettre 30% de café certifié Rainforest dans une boîte pour qu'elle puisse fièrement afficher le logo. Si UTZ représentait un gros label, Bird Friendly, une initiative du Smithsonian Migratory Bird Center aux États-Unis, est plutôt confidentielle. Bird Friendly signalise des cafés bio cultivés sous ombrage. Plutôt que de cultiver des cerises de café sur des terres défrichées, les arbres poussent à l'ombre en gardant intact un écosystème qui ne profite pas seulement aux oiseaux, mais à l'ensemble des animaux. Les critères sont stricts et variés. Hauteur de la canopée d'au moins 12 mètres, couverture du feuillage et nombre d'espèces d'oiseaux. Avant d'être certifié SMBC, il faut déjà être reconnu bio selon les normes américaines, USDA organique. L'amélioration de la vie des travailleurs ne fait pas partie du programme. À noter, le SMBC est un des rares organismes certificateurs faisant valoir un élément qualitatif. Les cerises qui poussent à l'ombre mûrissent plus lentement et peuvent développer des arômes plus complexes. Le SMBC a ainsi inspiré un certain nombre de revendeurs à vendre leurs produits comme Shade Ground Café, cultivé sous ombrage. Parfois, ces mots sont accompagnés d'un joli dessin vert montrant une forêt tropicale, mais pour l'instant, cela reste un terme générique, sans contrôle ni cahier des charges. Il est encore aujourd'hui très difficile de comptabiliser le nombre de producteurs, les quantités, les prix ou la consommation des produits certifiés selon chaque standard, car la production certifiée ne coïncide pas avec les ventes certifiées. Il faut savoir qu'une grosse partie de la production est malheureusement écoulée sur le marché conventionnel, car la plupart des producteurs sont certifiés par plusieurs standards en même temps. Du côté producteur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont face à un marché. Ils sont face à un marché qu'ils ne connaissent pas vraiment et qui va avoir différentes structures, qui va avoir différents segments sur le marché. Et donc quand ils font un produit bio, qu'ils font un produit bio commerce équitable, qu'ils font un produit bio commerce équitable, SPP, Max Havelaar, Fair for Life, à partir du moment où on a le label le plus exigeant, les autres labels sont assez faciles à avoir puisque c'est moins exigeant et que bien souvent c'est des critères qui sont assez voisins. Donc une fois qu'on a passé les étapes les plus difficiles, très facilement on peut se porter plusieurs labels. Et eux, en fonction des clients qu'ils vont avoir, ils vont être capables de proposer tout un panel de produits. Et donc ils vont avoir un acheteur américain qui va dire bah, moi je veux Fairtrade.
ils vont dire bah oui, on a Fairtrade. Et donc ça va leur permettre de répondre à une demande de leurs consommateurs. Ils vont avoir un client comme Etikable qui dit moi je veux SPP. Ils vont dire bah nous on a SPP, effectivement. Donc eux, le fait d'être bio, commerce équitable avec différents labels, ils vont pouvoir répondre à différentes attentes de différents marchés. Ce qu'un consommateur français ne voit pas, puisque le consommateur français, il est que d'un côté de la chaîne. Tous ces standards ou labels sont motivés par différentes valeurs et promus par différents acteurs. Schématiquement, les certifications portent sur différents critères. Réduction des impacts environnementaux, interdiction des produits dangereux, à minima ceux listés par l'OMS, protection de la biodiversité, respect des conventions fondamentales de l'OIT, non-discrimination, accessibilité aux travailleurs et acteurs marginalisés, prix juste, rémunération juste des travailleurs, prime de qualité, prime pour projet collectif, accès facilité au financement avec préfinancement, traçabilité documentaire, traçabilité physique, engagement durable des acheteurs, assistance technique et formation auprès des producteurs, existence d'une structure collective formelle et appui à son renforcement, démocratie, participation et transparence au sein des organisations de producteurs, création de réseaux autonomes et de dynamiques de développement local, sensibilisation des consommateurs sur les enjeux du commerce international. En complément des démarches environnementales et sociales, les grands torréfacteurs se sont également dotés depuis plusieurs années de codes de conduite et cahiers des charges internes qui visent à améliorer leurs pratiques d'achat et d'approvisionnement. Les principales d'entre elles sont la démarche 4C, développée en commun par les principaux industriels du secteur. Ces mêmes industriels qui ont par ailleurs, et chacun de leur côté, créé un cahier des charges spécifique à leurs besoins. Le programme Café Practice, lancé par Starbucks, et Voix de la Terre de Lavazza. Le premier objectif de ces standards privés internes est d'assurer la qualité requise du café à des coûts acceptables grâce à l'amélioration des rendements par les producteurs. À ces exigences techniques s'ajoutent souvent des critères de respect des conventions de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, et d'adoption de bonnes pratiques agricoles qui s'inspirent de ceux des labels durables et de commerce équitable. Ces démarches se distinguent des labellisations équitables et durables par leur approche de la gestion du risque, d'amélioration continue avec une moindre exigence des critères obligatoires et surtout l'absence d'audit externe de leurs engagements. Il existe également des standards privés, internes aux entreprises, surtout des entreprises transnationales. Le programme de qualité durable AAA de Nespresso a été lancé en 2003 avec la collaboration de Rainforest Alliance, car aucun label existant n'incluait le critère de la qualité du café. La mission de Nespresso était d'aider les caféiculteurs à être de plus en plus performants dans la production d'un café de très haute qualité, tout en augmentant leur productivité et la viabilité des exploitations. Afin de développer des pratiques de qualité durable chez les planteurs de café, Nespresso a engagé près de 300 ingénieurs agronomes dans plus de 15 pays à travers le monde. Au départ, le programme a démarré avec 300 cultivateurs. En 2021, plus de 120 000 caféiculteurs issus de 15 pays, épaulés par 400 ingénieurs agronomes sur plus de 300 000 hectares, ont rejoint le programme AAA. Pourquoi Nespresso a-t-il développé son propre label ? Ce programme AAA, pour une qualité durable, est en fait un programme d'amélioration continue, plus qu'un label. Il vise à la fois à pérenniser un approvisionnement en café de haute qualité, mais aussi à protéger l'environnement et à améliorer les conditions de vie des caféiculteurs et de leurs familles. C'est en tout cas ce que défend la marque dans ses communications avec l'extérieur, information qui reste par ailleurs très vague en matière de chiffres. Il y a en fait peu de transparence de l'information. Aucune donnée chiffrée n'est disponible en ligne sur ce programme. Nespresso indique avoir voulu regrouper plusieurs critères propres à d'autres labels, qui portent sur la protection de l'environnement ou le commerce équitable par exemple, et avoir voulu aller plus loin en ajoutant le critère de la qualité du café.
Son approche visait donc à pérenniser la très haute qualité des cafés verts, nécessaires à la création des grands crus Nespresso, tout en préservant l'environnement et en améliorant les conditions de vie des caféiculteurs. Ce programme, lancé en collaboration avec Rainforest Alliance, associait l'expertise de Nespresso en matière de café et de qualité au savoir-faire de l'ONG dans le développement durable. Aujourd'hui, les grands crus de Nespresso sont associés à tous les grands pays producteurs de café. La Colombie, à travers Expo Café, est l'un des partenaires historiques et privilégiés du programme Nespresso AAA. En 2017, les producteurs colombiens, membres de la démarche, représentaient à eux seuls plus de la moitié des producteurs engagés dans le programme AAA à travers le monde. Ces programmes d'amélioration continue, visant surtout à augmenter les rendements et la productivité, ne semblent pas aller dans le sens d'une démarche de durabilité, ni de réduction des impacts sur l'environnement. Ce type de caféiculture a nécessairement un fort impact sur la déforestation, car la tendance à la modernisation des exploitations s'accompagne le plus souvent de la coupe des arbres procurant de l'ombrage et donc d'une perte des services écosystémiques associés. Ce type de modernisation de la caféiculture, axé essentiellement sur l'amélioration du rendement, bouleverse les pratiques agroforestières traditionnelles locales, celles qui sont réellement durables. Et ces impacts environnementaux, dans le cadre du programme Nespresso, ne se cantonnent pas à l'amont de la filière, puisque c'est aussi la question du développement des capsules et dosettes, des usines de production de ces emballages en aluminium et le recyclage de ces capsules qui pose problème. Outre la diversité des labels de commerce équitable, la multiplication des standards de durabilité en général peut entraîner un questionnement pour le consommateur. Aujourd'hui, de nombreuses enseignes, dans le cadre de politiques de responsabilité sociétale, mettent en place des codes de bonne conduite et communiquent sur leurs engagements sociétaux, en utilisant parfois le terme « commerce équitable » de manière abusive et sans garantie. Le projet qu'on avait, c'était effectivement de travailler avec des coopératives de producteurs pour leur offrir des débouchés sur des marchés, le marché français, et sur des marchés rémunérateurs. Alors bien souvent, on nous pose la question, mais vous, avec les idées que vous véhiculez, pourquoi vous avez choisi la grande distribution ? Alors effectivement, c'était une question qui a été longtemps débattue entre nous au démarrage du projet, et on s'est dit que c'était compliqué de se mettre sur les réseaux spécialisés, parce qu'il y avait déjà des acteurs qui étaient sur les réseaux spécialisés. Il y avait les artisans du monde avec qui on sympathisait, c'était des gens bien, on n'avait pas envie de rentrer comme concurrent d'artisans du monde. Et donc on s'est dit, là où il y a le plus de consommateurs et où il y a le moins de concurrents qu'on apprécie, c'est la grande distribution. Donc l'idée, c'était d'essayer de convaincre des consommateurs qui n'avaient pas l'habitude de consommer des produits du commerce équitable, et donc il fallait se mettre dans les rayons de la grande distribution. Et en définitive, on était très contents, parce que d'abord ça a bien fonctionné, on a trouvé des consommateurs qui ont été intéressés, et ensuite ça a permis de trouver des débouchés importants aux producteurs. Et petit à petit, on s'est développé, donc on a augmenté le nombre de producteurs, on a augmenté le nombre de produits, et on a réussi à trouver des débouchés de plus en plus importants dans toutes les grandes enseignes de la grande distribution. Aujourd'hui, on vend à peu près 50 millions de produits par an. On travaille avec une quarantaine de coopératives dans 30 pays différents. Et on arrive à avoir des produits qu'on achète à des prix bien au-dessus des prix des cours mondiaux. Dans certains cas, ça peut être le double, voire 2,5 fois les cours mondiaux. Et on arrive quand même à démontrer que malgré le fait qu'on paye bien les producteurs, on arrive à mettre sur le marché des produits à des prix tout à fait concurrentiels par rapport aux produits conventionnels qu'on trouve sur les rayons de la grande distribution. Par contre, ce qui était aussi important pour nous, ce qui est des choses qui sont fondamentales, c'est de pouvoir expliquer aux consommateurs l'impact que son achat va avoir. Et c'est pour ça qu'on a sur chacun de nos produits une mention d'un projet. Et pour nous, quand on nous demande de présenter aux consommateurs qu'est-ce qu'on fait comme commerce équitable, on dit, nous, derrière chacun de nos produits, il y a un projet de développement avec une coopérative de producteurs.
Et sur nos produits, on essaye d'expliquer en quelques lignes l'essentiel de ce projet qu'on mène avec les producteurs, puisqu'on a un travail avec l'ensemble des coopératives avec lesquelles on travaille. On va les voir régulièrement et on développe avec eux, en fonction de leurs attentes et leurs demandes, un projet qui leur est cher, qui peut être de la régénération de caféiculture, si c'est ça leur projet. Ça peut être des projets sociaux, ça peut être des projets de transformation, appuyer des coopératives à acquérir des unités de transformation. Ça peut être de la diversification. On a travaillé avec le Pérou, on les a aidés à installer des petites unités de transformation de la canne à sucre en sucre complet, le conditionner et l'exporter en Europe, en Italie, en France, sous forme de sucre complet. Nous-mêmes, on vend du sucre complet aujourd'hui en France de cette coopérative de producteurs. On peut aider des coopératives aussi à développer des réseaux sur le pays. Par exemple, avec Majomout, on a participé au financement d'un coffee shop dans leur village pour qu'ils puissent montrer qu'ils étaient non seulement producteurs de café, mais ils étaient aussi torréfacteurs et ils pouvaient pouvoir proposer aux gens de leur village des cafés produits et torréfiés par eux. Et je crois que les premiers résultats de ce coffee shop qui a été construit il y a 2 ans est plutôt positif. Ça a permis de recruter 3 personnes à plein temps et il y a une fréquentation dans le village tout à fait honorable pour ce projet-là. Donc c'est aussi permettre aux producteurs d'avoir aussi une certaine fierté du métier qu'ils font et pas uniquement des pourvoyeurs de matières premières, mais aussi être capable de mettre en avant la qualité du café qu'ils font et puis de le faire déguster et de le proposer à leurs compatriotes. Et ça, c'est quelque chose aussi intéressant.